Après une carrière d'instituteur dont on imagine qu'elle a dû marquer quelques enfants tant l'homme est truculent, Jean-Luc Bizien a enchanté ses lecteurs depuis 3 décennies, d'abord à travers l'écriture de jeux de rôle mythiques tels que Hurlement, Chimère ou le rarissime Secret sous la montagne écrit pour Féerie, puis avec ses romans dont le primé Mort en prime time, la série La Cour des miracles ainsi que de nombreux écrits pour la jeunesse. Plus récemment, c'est avec Le Botaniste ou Et puis mourir qu'il s'est illustré. Jean-Luc Bizien est le nouvel invité de La Tête dans les étoiles. Alors, j'en ai parlé dans l'introduction, tu es un auteur prolifique et maintenant pratiquement, et sans vouloir te faire injure, historique, puisque ton premier roman doit avoir une trentaine d'années à peu près. Oula, oui, oui, bientôt, ouais. 95, quelque chose comme ça, ouais. Ouais, 93, 95, quelque chose comme ça. Alors, j'ai vu qu'avant d'être auteur, tu avais été instituteur, on appelle ça professeur des écoles maintenant. Alors oui, moi, je fais partie de cette génération qui a jamais été prof des écoles. Ouais. J'ai jamais fait la bascule, en fait. J'aurais pu, tu sais, en fin de carrière, décider que je passais. J'aurais gagné sans doute plus de sous, mais je savais que ça durerait pas, donc je voyais pas l'intérêt. Donc, je fais partie des derniers instituteurs. Ouais. Ouais. Instituteur, et alors c'est cette envie de raconter des histoires, t'as prise dès que tu étais justement instituteur et au contact des enfants, parce que tu as beaucoup écrit pour les enfants. Ouais. Et, énormément. Bah, en fait, l'élément déclencheur, ça a été l'école normale de Caen, où on était interne, où on s'emmerdait copieusement, et où on restait toute la semaine, même le week-end d'ailleurs. On était logés sur place, et il y avait, tu sais, il y avait deux vieilles boîtes cartonnées sur une étagère au CDI, une de Donjons et Dragons et une de l'Appel de Cthulhu. Ah oui, bah oui, bien Et connu. on est tombé là-dedans, et on est devenu fou. Je pense qu'on ouais, on jouait 4 à 5 fois par semaine. Et quand on en a eu marre d'écumer tous les scénarios, à l'époque, je te rappelle, il n'y avait pas Internet, hein, je te parle du millénaire précédent, on s'est dit qu'il fallait qu'on s'y mette, et donc on s'est mis à raconter nos propres histoires, et c'était parti à ce moment-là, ouais. J'ai Alors c'est eu vrai mes... qu'on a un public nous qui s'intéresse beaucoup à l'astrophoto évidemment. On parle pas, on n'a pas eu l'occasion de parler jeu de rôle, donc je voudrais préciser pour ceux. Alors il y en a sans doute qui ont connu le jeu de rôle et qui ont donné. Il y en a qui ne connaissent peut-être pas ou qui ont entendu parler du jeu de rôle par des biais que je qualifierais de malhonnêtes intellectuellement, puisque pendant dans les années 80, que n'avons-nous entendu sur la pratique de cette activité qui aurait été soit satanique, soit poussant au suicide ou à la drogue ou à tout ce qu'on veut, c'est complètement faux. C'est la plupart d'ailleurs des infos qui étaient diffusées à l'époque étaient déjà des fake news qui servaient des intérêts qui souvent étaient des intérêts religieux un peu intégristes d'ailleurs, notamment aux États-Unis. Le jeu de rôle, beaucoup d'auteurs, beaucoup d'acteurs, beaucoup de chanteurs ont pratiqué ça. C'est un domaine qui est formidable pour justement développer l'imaginaire et qui facilite aussi beaucoup l'improvisation, la faculté à se fondre dans l'esprit de quelqu'un d'autre, parce que c'est quand même souvent le but. Ça a amené des gens aussi au théâtre, au cinéma, enfin bon. Donc c'est une activité très saine que je recommande parce qu'en plus elle est très sociale. Mais alors justement, le jeu de rôle t'a inspiré pour après raconter toi-même des histoires, parce que tu as créé deux jeux de rôle. Alors je sais que Jean-Luc sera un peu modeste et il le dira pas, mais que ma génération considère comme culte, et c'est d'ailleurs par là que j'ai connu Jean-Luc la première fois avant qu'on se retrouve pour nos carrières d'écrivains. C'était lors d'un un festival de jeux à Morlaix en Bretagne où tu venais faire tester ton jeu Hurlement que tu allais sortir et qui est devenu un jeu un peu culte. Tout ça, c'est né de cette époque justement de l'école normale où tu jouais beaucoup. Ouais, ouais, exactement. Hurlement, ça doit être 89, et l'école normale, c'est 84-87, tu vois. Donc, en fait, une fois qu'on a eu fait le tour de Donjons et Dragons, enfin, fait le tour, c'est un bien grand mot, mais les comportements que ça induisait, cette espèce de course à l'armement, au pouvoir, au concours, en fait, de celui qui serait le meneur, ne me convenait plus. Très, très vite, j'ai trouvé que c'était un peu puéril. Ce que je veux, c'est de l'interactivité, de l'interaction avec
avec les joueurs et des belles histoires et des choses qui me rapprochent de ce que je ressens dans la vie. Grâce à Valérie, la maman de mon fils aîné, qui me voit aller dans mon coin, il me dit un jour, écoute, on va mettre sur papier tout ce que toi tu veux voir dans un jeu, on verra bien ce que ça donne. Et ça donne Hurlement, en fait. Et à partir de là, je propose. Alors, il paraît que c'était avec 20 ans d'avance parce que ça se fait beaucoup aujourd'hui, mais à l'époque, on passait pour des mutants. Un jeu où il n'y a quasiment pas de règles et où la seule règle, c'est de s'écouter parler autour d'une table et d'échanger des idées et donc d'arriver à vivre cette merveille que je définissais comme un rêve interactif éveillé. Voilà. Et à partir de là, les gens se sont mis à raconter des histoires et le truc m'a un peu échappé. Et j'ai eu un vrai bonheur pendant des années à imaginer des histoires et à travailler autour de ça. Euh, L'idée surtout, c'est que le jeu de rôle, mais tu fais partie de ces gens-là, tu fais partie de toute cette génération d'auteurs. Ça nous a surtout appris à construire des personnages et à sentir de manière intuitive ce qui pouvait faire rire, ce qui pouvait faire peur, ce qui pouvait générer de l'émotion. Et je pense que c'est après une vraie logique de basculer vers l'écriture en se disant, bon, j'ai pas forcément tous les joueurs autour d'une table, mais je vais essayer de leur écrire quelque chose qui les invite à s'approprier le récit et à revivre le truc. Je pense que c'est ça qui m'a amené vraiment à l'écriture et à l'envie de faire tout ça. Ouais. Et avec un goût quand même assez poussé pour le merveilleux, quand même. Pour tout ce qui m'a, ouais, tout ce qui m'a donné envie de rêver depuis que je suis gamin. Le fait d'être né au Cambodge et d'avoir vécu aux Comores, c'est-à-dire sans la télé, mais avec le cinéma, avec les BD, avec les romans, c'était une forme de recherche d'évasion, tu vois, d'accéder à quelque chose de plus grand. Et j'ai toujours eu ça en sous-texte dans mes bouquins. Même quand j'écris un roman policier contemporain, j'ai toujours besoin de rajouter quelque chose qui permet d'aller un petit peu plus loin, d'aller regarder derrière. Voilà. Alors tu m'offres une transition qui est alors toute trouvée, puisque plus grand, je n'ai pas plus grand à t'offrir que le cosmos et l'espace et l'univers autour de nous. C'est quelque chose, alors, arrête-moi si je me trompe, tu n'as jamais écrit sur de la science-fiction réellement. Non, non, non. J'ai jamais osé y aller en fait. Parce que dans science-fiction, il y a science et que je suis une bille en science. Voilà. Pour te donner une idée de l'infini, j'ai passé un bac D à l'époque avec 3 en maths et 5 en physique. Ah oui, Donc, c'est impressionnant ça de réussir à l'avoir, oui, oui, oui. voilà, voilà. J'étais bon dans tout le reste. Mais moi, ce qui m'a toujours fasciné chez les auteurs de science-fiction, c'est leur façon de mettre à portée des connaissances qui n'étaient pas les miennes et donc qui me transportaient. Euh, Maintenant, il y a eu aussi un événement fondateur dans ce qu'on peut appeler ma carrière, c'est la rencontre avec Brussolo. Et Serge Brussolo, c'est un type qui a toujours tout mélangé, qui s'est jamais posé la question de savoir si c'était du fantastique, du merveilleux, de la SF. On n'a jamais su exactement où le ranger, et c'est ça qui faisait la magie du truc. Même s'il a fait des bouquins de science-fiction extraordinaires, euh, mais je ne savais pas faire ça. Donc, j'ai essayé d'aborder les mêmes sujets, mais par le biais du fantastique ou du merveilleux. Alors c'est marrant parce qu'on en parlait avec Eric Giacometti qui de la même manière avait pas osé non plus forcément franchir le cap en considérant aussi qu'il y avait des gens qui le faisaient très bien et que lui était peut-être légitime dans d'autres domaines, ce qui est très compréhensible. Enfin moi je sais que je me serais jamais risqué à de la SF pure et dure euh, parce que c'est particulier, mais justement en tant que consommateur, toi, lecteur, spectateur, par contre, est-ce que tu as un goût, tu as une histoire personnelle avec des films, des séries, des romans qui seraient, eux, de la SF pure et dure? Ah, écoute, j'ai relu il n'y a pas longtemps un bouquin de Vincent King qui est passé complètement sous les radars, qui a eu droit à, je dirais, en 40 ans à 2 éditions, et c'est Candyman. Mhm. Pour moi, c'est un des plus beaux romans de science-fiction que j'aurais lu de ma vie. Je l'ai relu là, donc il n'y a pas longtemps.
C'est le King qui n'est pas connu. Ça raconte quoi, ça? Parce que je connais le Euh, titre, mais je connais pas Candyman, l'histoire. alors, Candyman, c'est l'histoire d'un type qui se promène dans Alors, comment t'expliquer ça? La planète est maintenant rangée en différents niveaux. On s'est aperçu que pour échapper à une espèce de fléau, ils se sont mis à recouvrir la Terre d'un premier étage, puis d'un second étage, et ainsi de suite. Et Candyman, lui, il se promène et il vend de la barbe à papa. Voilà. Sauf que sa barbe à papa est droguée et que les gens, une fois qu'ils l'ont consommée, se mettent à dire réellement ce qu'ils ont dans la tête. Et Candyman, bah, il va les dénoncer, en fait. Il appelle l'autorité centrale et il prévient systématiquement quand il y a des déviants. En échange, il a des doses, il a des burettes et il s'injecte les burettes régulièrement. Et Candyman, alors que c'est un bon petit soldat qui bosse pour l'autorité centrale, il va essayer de comprendre et il va aller creuser, il va descendre au fur et à mesure et il va révéler des trucs. Voilà, je t'en dis pas plus. C'est marrant, ça me fait penser, alors c'est pas la même histoire, mais ça me rappelle un peu Equilibrium. Ouais, ça peut être un peu ça, effectivement. Je trouve un Euh, film trop méconnu parce que je trouve que Christian Bale est fantastique dedans en plus. Enfin, ouais, mais Christian Bale est fantastique. ouais, en règle générale, ouais. Ouais, donc Candyman et en cinéma ou en Ah avec bah, peut-être. Alors, je te dis, ce qui m'étonne, c'est que tu me cites quelque chose qui se déroule encore sur Terre et finalement, j'ai presque l'impression que tu as peur de regarder en l'air. ah non, 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 il y a plein d'autres choses. Moi, il y a un bouquin extraordinaire de Brussolo qui se passe sur une planète, Territoire de fièvre, qui est extraordinaire, où des gars se posent sur une planète dont ils savent pas trop ce que c'est, et puis on va se rendre compte qu'en fait, c'est une créature gigantesque qui est, voilà, qui est en train de dériver dans l'espace en position fétale. Ça m'avait retourné le cerveau. C'était une façon d'aborder la SF extraordinaire. Et puis après, bah écoute, il y a plein de choses que j'ai adorées. Moi, gamin, j'étais un fan de Star Trek. J'ai redécouvert les films avec un vrai bonheur. Pour moi, l'un des plus grands films de tous les temps, c'est Blade Runner, mais ça se passe encore chez nous, même si ils reviennent de très loin. Et puis avec cette tirade extraordinaire de Rutger Hauer à la fin, qui est une Qui est, merveille. qui est sublime, est absolument sublime. De toute façon, pour moi, la SF, c'est quoi? C'est l'interrogation de la place de l'homme, quoi, et de son statut. Euh, et ce qui fait la magie de Blade Runner, c'est justement que c'est des non-humains qui veulent le devenir et qui le sont de facto, parce qu'ils ont tous ces comportements, tous ces travers, mais aussi toutes ces formidables qualités que Rutger Hauer et puis Daryl Hannah et tous ces personnages incarnent au cinéma. Moi, c'est un film que j'ai dû revoir. Tiens, j'ai même vu la suite avec un grand plaisir. Je trouve que la relecture de Dune est somptueuse. Voilà, j'attends la suite avec comme un môme. J'ai de nouveau 8 ans et je suis ravi. Je trouve qu'ils ont utilisé la technologie pour nous rendre vrais les appareils, les créatures et tout de façon extraordinaire. Et moi, j'ai un vrai bonheur à regarder ces films en me disant, tiens, ouais, ça peut exister, c'est plausible. Tu déjà regardé dans un télescope? Alors, j'ai regardé une fois il y a très longtemps. Je me rappelle pas que c'était giga performant, mais j'étais gamin. Et j'ai eu une très belle expérience il y a quelques années au Salon du Livre de Nice. Parce que figure-toi que le dîner du soir pour les auteurs, c'était à l'Observatoire. Et donc, en plein repas, il y avait ce gigantesque télescope là, qui était là au milieu. Et en plein repas, ils ont ouvert le dôme. Tu sais, je crois que ça vient de la prime enfance. Le fait d'avoir grandi aux Comores, j'ai découvert très tard, moi, ce que c'était que la pollution visuelle, hein. On avait une vraie nuit noire, donc on avait vraiment contact avec le ciel, avec les étoiles, avec tout ça au-dessus de nos têtes. Euh, Et je l'ai redécouvert sur le tard après, encore plus tard, en revenant en Corse, en arrivant en Corse, en vivant dans le maquis, tu vois de quoi je veux parler, euh, où c'est extraordinaire, où tu as comment dire, où
où tu as ce contact quasiment direct avec le ciel. Alors, on va jouer à un petit jeu, justement. Je vais te présenter 3 photos qui illustrent ce que tu disais et qui rejoignent un peu ce que tu évoquais sur les bouquins de Serge Brussolo et qui, à mon avis, sont valables pour pas mal de bouquins de SF. C'est-à-dire qu'on peut difficilement envisager l'espace sans se poser des questions d'ordre philosophique. C'est extraordinaire. Alors, je te présente ce qu'on appelle la nébuleuse de l'Aigle, qui est aussi connue sous le nom extrêmement poétique de Messier 16, elle a été cataloguée par le baron Messier dans son catalogue de tout ce qui n'était pas une comète. Donc cette nébuleuse de l'Aigle est une pouponnière d'étoiles qui se trouve à 7000 années-lumière de la Terre, ce qui peut paraître beaucoup, mais c'est extrêmement proche, hein, puisqu'on peut voir des galaxies, des objets qui se trouvent à plus de 10 milliards d'années-lumière, donc 7000 années, c'est rien du tout. Et on estime que cette nébuleuse est âgée d'environ 5 millions et demi d'années. C'est ce qu'on appelle une pouponnière d'étoiles. C'est un endroit où sont en train d'ailleurs de se créer des étoiles. Et alors cette photo, elle a une particularité, c'est que cette cible, c'est la photo de Hubble en 1995, qui a été la première photo faite après que le défaut optique de Hubble ait été corrigé, et qui a, je dirais littéralement, happé le public pour comprendre que autour de nous, il y avait vraiment des merveilles absolues. Et en fait, les piliers que tu vois au centre, les 3 piliers Ouais. principaux là, mesurent à peu près 4 années-lumière chacun. Donc sont 4 fois plus grands que le système solaire tel qu'on l'envisage globalement. Mais voilà, tu vois, on en revient toujours au truc. L'être humain a eu tendance à penser qu'il était le seul dans l'univers et que c'était une autre forme qui était la vie. Moi, là, je vois de la vie, en fait. Je vois un truc extraordinaire. Même si c'est pas l'existence telle qu'on peut la concevoir à l'échelle humaine, c'est extraordinaire. Tu peux pas t'empêcher de deviner des créatures au sens premier du terme. Mhm. Quelque chose qui se crée. Euh, Moi, je trouve ça merveilleusement beau, en fait. Voilà. Pour moi, si magie il y a dans la science-fiction et dans les films de SF, c'est ça. C'est pour nous montrer ça, pour nous inviter à découvrir ça. Et effectivement, je comprends qu'on ait envie de, tu sais, tous ces films interstellaires et compagnie invitent à ça, invitent à prendre conscience qu'il y a autre chose. Ça, c'est la Voie lactée. Eh oui, voilà ce qu'on devrait voir dans le ciel. Voilà ce que la moitié de l'humanité ne verra jamais. La pollution lumineuse fait qu'on voit plus ça. Alors, je te livre une petite anecdote qui d'ailleurs pourrait faire un bon lancement pour un livre. Ouais. Dans les années 80, à Los Angeles, il y a eu un énorme blackout, plus de courant, plus rien. Et les services de sécurité ont été, mais alors, submergés d'appels de gens qui leur disaient que le ciel s'était ouvert, que des aliens arrivaient, tout ce qu'on veut, c'était la Voie lactée, en fait. Ah, C'est ça. génial. C'est-à-dire ce que tu vois là, Ouais. tu vois en direction du centre de notre galaxie avec des nuages de poussière, des nébuleuses, tout ce qui va bien. Là, tu as même Rho Ophiuchi sur le côté qui est un nuage moléculaire. C'est c'est là qu'on mesure le manque de bol de l'humanité, quoi. Ah bah, le manque de bol, non, on en est seul responsable, hein. Ouais, c'est fou. Quel dommage. Ah ouais, là, ça devient fascinant. Là, par contre, alors ça va peut-être te paraître bizarre, mais par rapport à la première photo, celle-là, elle me fait plus flipper. Mhm. Parce il y a cette espèce j'allais dire proximité, c'est complètement crétin ce que je te dis, mais Bah, non, à l'échelle universelle, non. il y a cette espèce de chaos permanent qui est, ouais, où effectivement, là, je te rejoins, le côté hostile, il apparaît évident, là. C'est vrai que quand on regarde de près l'image, c'est un côté un peu menaçant, hein. Ah, tu sens que ouais, ça bouge en permanence et pas forcément de façon harmonieuse. Alors celle-là, je te l'ai mise de côté spécialement pour toi, Ouais. parce que justement, elle a un petit rapport avec ton univers. Wizard Nebula. La, la nébuleuse du sorcier. Ah, génial.
que dans le grand jeu des pareidolie, les premiers observateurs y ont vu la forme d'un sorcier avec le chapeau pointu, la main tendue, etc. Ah ouais, c'est extraordinaire. Et ça, c'est où par rapport à nous? Alors ça se trouve dans la constellation de Céphée. C'est un peu plus loin que les pieds de la création, mais ça reste très proche, c'est à 8500 années-lumière. Ça s'étend sur 20 années-lumière. C'est-à-dire que tu pourrais faire rentrer 20 fois le système solaire là-dedans. Et donc dans la constellation de Céphée. Écoute, voilà, c'est beau, quoi. C'est magnifique. Ça en est hypnotique. Ouais, c'est fantastique. Alors tiens, c'est marrant que tu me parles du soleil. Ça a été ma première crise d'angoisse, gamin. Ah, Ouais, aux Comores, justement. Ma maman nous apporte à mon frère et moi, tu sais, tout l'univers et des choses comme ça. ouais. Et nous apprenons que le soleil, un jour, va disparaître. Et c'est vraiment une crise d'angoisse. Qu'est-ce qui va se passer? Avant de prendre conscience que oui, alors on sera plus là depuis très très longtemps et nos descendants seront plus là depuis très très longtemps avant que lui-même il disparaisse. Mais le soleil, c'était pour nous, tu sais, une espèce d'assurance. Hum. Le truc qui revient Ah oui, régulièrement, tous les jours, qui est effectivement, mais toujours là et qui est immuable. Et le seul fait de prendre conscience, tout gamin, que même ça, c'était finalement éphémère, à une échelle forcément très très distendue par rapport à nos existences, ça avait été un choc, un vrai choc, à se dire, bon, ben, ok, peut-être que ça vient de là aussi le besoin de, tu sais, de se dire, bon, alors, on a un temps défini, euh, dont d'ailleurs, on ne sait pas trop quand il va prendre fin, essayons de le mettre à profit pour voilà, créer un maximum de choses, faire un maximum de choses dans la mesure de nos moyens. Et puis que, voilà, si ça peut servir, tant mieux. alors, on va tester quelques petites connaissances. Certaines sont des questions parfaitement justes, d'autres des questions parfaitement injustes. Et tu n'as pas à t'en faire si tu ne connais pas la réponse, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne les Allez. connaissent pas. Allez, on va commencer. À combien de kilomètres correspond une année-lumière? Parce qu'on parlait des distances. Oh là là, alors attends, ça y est, c'est du scientifique, je suis mort. Je dirais Alors, presque que c'est de la mémoire plus que du une scientifique. année-lumière, c'est donc, alors, il faudrait que je sache combien parcourt la lumière en une seconde. Ouais, environ 300 000 kilomètres. On est à 300 000, 200, ouais, à peu près. Ouais. 300 000 km en une seconde. Ouais. Ouais, attends, il me faut un ordinateur, je vais pas y arriver. C'est Alors, des. figure-toi qu'Eric a essayé de le faire de tête. Alors, Ce qui donne une séquence que j'ai gardée, qui est un très grand moment, de regarder la torture qu'Eric s'est le infligée pour essayer de le faire challenge. de tête. 300 000 km en une seconde. 6 fois 3, 18, 100. Oh Ah non, là tu là. vas pas faire pareil. 1 million 800 000 km en une minute, Mhm, fois 60 pour une heure, mhm, fois 24 pendant un an. Enfin, mhm. non, je sais pas. C'est Ouais, trop. ça C'est fait beaucoup environ trop. 10 000 milliards de kilomètres. Donc, Ok. Donc, tu quand tu comprends. me Ouais. parles, quand tu me parles de choses qui sont à 10 années, ouais, non, ouais, d'accord. Et c'est tout proche. C'est ça Ouais, qui est ouais, ouais. fou. C'est-à-dire que même 8000 années-lumière, c'est pour nous, à notre échelle, absolument inconcevable, mais Ouais, par rapport à la taille de l'univers, qui en plus est en expansion, c'est-à-dire qui ouais. continue à gagner en volume, c'est complètement dingue. Mais bon, je ne peux pas te laisser t'infliger la souffrance d'Eric, je te laisserai regarder l'interview Oui, avec plaisir. parce que vraiment, il a forcé mon respect énormément, là. Peux-tu me donner, alors tiens, ça c'est plutôt pour l'ancien instituteur, peux-tu me Oula. donner les planètes du système solaire dans leur ordre de proximité au Soleil, en partant du Soleil pour aller vers le plus loin? Ah ouais, non, aucune idée. Aucune idée. À ma grande honte, la plus proche du Soleil, hmm, Neptune? Ah non, Non, ça c'est la non, plus loin, non, c'est parce que non, non. Alors Mars peut-être? non plus. Ah ouais, bah, tu vois. Non, je sais pas. Bon, écoute, ça va être Mars, le... Mars, j'aurais parié. Alors c'est peut-être crétin comme raisonnement. J'aurais parié qu'elle était proche parce que totalement d'un aspect totalement cramé, totalement désertique. Alors en fait, bizarrement, l'aspect de Mars est lié au fait que c'est une planète rouillée. Elle est oxydée, d'où son D'accord. aspect rouge. Mais non, dans l'ordre, je te les livre. Tu as Mercure, Mercure, ouais, voilà, Vénus,
la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Sachant que c'est pas Mercure, tu vois, tu l'apprendras, qui n'est pas la planète la plus chaude, bien qu'étant la plus proche du Soleil, c'est Vénus, puisqu'avec l'effet de serre qui s'est déclenché là-bas, il y a les rayons du Soleil qui sont captifs et il règne des températures de plus de 600 degrés. Ce sont des températures Ok. absolument infernales. Alors, là, cette question, elle est traîtresse, mais elle est marrante. Peux-tu me donner le nom du dernier homme à avoir marché sur la Lune? Alors, je te rassure, personne connaît ce pauvre gars. Quasiment personne. Il faut vraiment s'intéresser de très près. Le dernier homme à avoir marché Ouais. sur la Lune. Alors, le dernier qui a marché sur la Lune, c'était en 1972. Ça fait quand même 51 ans. Ouais. Il s'appelait il s'appelle Eugène Cernan. Et on connaît tous la grande phrase de Neil Armstrong en posant le pied sur la Lune. Est-ce que tu connais la phrase finale qu'a prononcée Eugène Cernan avant de partir, qui elle aussi est une grande phrase pour l'humanité? Ah non, non, Tirons-nous non. d'ici. Alors, une question, Grandiose. je trouve aussi, il faut savoir que c'est infernal de marcher sur la Lune parce que le sol est composé de régolithes et c'est une espèce de poussière absolument ignoble qui colle partout. Et on trouve quelques vidéos d'astronautes qui se vautrent et qui ont un mal de chien à se relever. Et ils en avaient mais plein les combinaisons. Enfin, c'était abominable. Euh, Ça me fait penser à ce film complètement crétin, tu sais, avec les nazis cachés sur la face. bah, qui est fantastique, Iron Sky. Voilà, Hmm. c'est extraordinaire. Où les mecs, ils se baladent à moto, enfin, c'est Ouais. n'importe quoi. Et J'ai beaucoup grandiose. rigolé avec ce truc, ouais. C'était très bien. Petite question qui, alors là, ne demande aucune connaissance scientifique. Daniel Craig a joué dans Star Wars, vrai ou faux? Ah, c'est bien possible, mais qu'est-ce qu'il aurait pu jouer comme rôle? Ah, ouais, je sais pas, moi, je le verrais bien plus chez les Stormtroopers que la Résistance, mais je vais me Eh ben, planter. écoute, bingo, bingo, dans le réveil de la Force, Daniel Craig incarne un Stormtrooper, ce qui fait qu'on le voit pas à l'écran, en fait, qu'il a passé une journée sur le plateau de tournage parce qu'il était tellement fan de Star Wars il a emmerdé tant et plus un type qui était sur un film qu'il était en train de faire et qui en plus bossait sur Star Wars pour obtenir le rôle d'un Stormtrooper qui se fait manipuler mentalement par Rey, la jeune héroïne. Et donc, il vient juste faire le con en faisant une Grandiose, apparition en Stormtrooper. Donc, très belle logique. grandiose. Dernière question, quel est le nom de l'étoile la plus proche de la Terre? De l'étoile. Alors, attends, attends, attends. La plus proche de la Terre, c'est pas celle qu'on voit en premier? Non, c'est pas l'étoile du berger, c'est pas celle-là. Mhm. Euh, Ouais, j'aurais parié pour celle-là, même si c'est Non. celle qu'on voit en Alors, l'étoile premier. du berger, c'est Vénus. Hein. Ouais, C'est pas une étoile. d'accord. C'est Donc, une c'est pas planète. Alors, la plus proche, non, je sais pas. Bah, Quelle est c'est le la. Soleil. Ah, oui, bah oui, je suis crétin. Oui, oui. Voilà. Je t'avais dit que c'était un quiz traître. Non, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Quelque part. Effectivement, tu as tendance à chercher des noms improbables. Merci Jean-Luc de t'être prêté à l'exercice. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton actualité, de tes actualités ou de tes projets à venir? Oh là, alors, des projets, il y en a plein. L'actu, il n'y a pas grand-chose. L'actualité, j'ai sorti dans une toute petite maison d'édition que j'aime beaucoup, Afit, euh, un bouquin sur la série L'Embaumeur. Mhm. Euh, j'ai succédé entre autres à Nicolas Lebel et à toute une pléiade d'auteurs là qui, tu sais, c'est le même principe que pour le poulpe. C'est un personnage, une bible, il faut l'animer et ce personnage d'embaumeur, à chaque fois, c'est un auteur, un titre. Donc j'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir à le faire. Alors oui, j'ai un vrai grand bonheur à republier. En fait, ça a apparu il y a une quinzaine d'années chez 10-18. Une série historique qui se passe à la fin du 19e siècle et qui met en scène un aliéniste, ainsi que des policiers qui emploient pour la première fois les premières méthodes dites de police scientifique. Euh, Ça démarre en 1888 et on est juste avant la construction de la Tour Eiffel et donc l'exposition universelle.
En avril prochain, on ressort le tome 1. En octobre, on devrait sortir le tome 2. Et puis, je vais continuer comme ça, sur ce rythme-là. Et enfin, écrire la suite que j'avais dans mes cartons depuis une dizaine d'années, que j'avais très, très envie d'écrire. Et que, voilà, c'était pas possible chez 10-18. Ça le sera, je l'espère, à l'Archipel. Et j'en suis ravi. Et puis, écoute, d'autres projets. Je suis en train de repenser à des projets jeunesse. Ça fait longtemps que j'ai pas mis le nez en jeunesse. Et enfin, il y a un roman noir que je voudrais finir là, qui m'est cher parce que touchant à des sujets sensibles, on va dire pour le moins. C'est l'histoire d'un médecin mexicain qui, lors d'un règlement de compte dans la rue, a vu mourir sous ses yeux sa femme et son fils, qui va se réfugier aux États-Unis et qui revient tous les ans fleurir les tombes, et qui, un soir, pendant la fête des morts, va entendre des gémissements, va récupérer un gosse, un petit garçon qui a l'âge qu'aurait son fils, euh, et à qui on a volé les yeux. Voilà, c'est pas gay, mais ça parle de ce trafic immonde d'organes. Ouais. Et le type va retrouver les gestes, va sauver le gamin, et c'est le début de l'aventure parce que les mafieux qui font ce type de trafic ont tendance à ne pas laisser de témoins derrière eux. Et donc, voilà, c'est le début de l'histoire. Ça va être un texte très très court, mais j'y mets plein de choses qui me sont chères. Euh, c'est toujours cette foutue réflexion sur l'humanité et sur ce qu'on doit ou faire ou pas. Voilà. J'ai très envie, ça fait des années que c'est dans les cartons, dans les tuyaux. J'ai très envie de repartir sur une nouvelle version d'Hurlement. Mhm. Euh, Avec pour le coup une version encore différente du jeu de rôle, c'est-à-dire que c'est pas qu'il y aura plus de règles, c'est qu'il y aura plus de dés, et il y aura une place un peu différente, à savoir qu'autour de la table, pour le coup, tous les joueurs seront à la fois joueurs et meneurs de jeu. Jean-Luc, merci beaucoup de t'être prêté cet exercice et de, de ne pas m'avoir raccroché au nez pour les questions extrêmement pièges que j'ai osé te poser. Mais dis-toi que d'autres auront droit à des questions encore bien pires. Et puis honnêtement, et là c'est le conseil de l'astronome, n'hésite pas à profiter du beau ciel corse pour te trouver un observatoire. Il y en a en Corse, il y en a des beaux, pour essayer peut-être d'aller mettre les yeux dans un oculaire et regarder des planètes, des nébuleuses qui se trouvent au-dessus. Qui sait, ça pourra peut-être t'inspirer des histoires qui n'ont pas forcément besoin d'être exactes au niveau scientifique. Je te rappelle que Star Wars tient pas sur grand-chose quand même. C'est pas... Merci beaucoup Jean-Luc et à très bientôt. Merci Ciao. à toi, c'était génial.